avec Paolo Tomasini, qui est chercheur en Incal, et qui a eu l'excellente idée de reconstituer une fresque avec une technique ancienne, mais je vais lui laisser expliquer tout ça. Bon, merci Frédéric. C'est une idée en réalité qui nous est venue suite à un appel de UCL Culture, UCL Louvain Culture, un projet art et recherche, donc un projet qui unisse une création d'une œuvre d'art et en même temps un questionnement scientifique. Et du coup, j'ai eu l'idée de faire appel à une collègue et une amie qui est Maude Mullier, qui est chercheuse qui collabore avec l'Université de Bordeaux-Montaigne, et qui est une grande spécialiste de la polychromie antique et en expérimentation. Et donc, vu que c'est aussi un de mes intérêts, c'est la peinture antique, et c'est dans le cas de cet intérêt que je travaille ici à l'UCL Louvain, que nous avons à deux voulu mener ce projet avec le support de la faculté FIAL et de l'Institut Incal. Et donc, nous voici maintenant dans le hall de la faculté, donc du collège Erasme, puisque notre projet prévoit de créer une peinture murale en utilisant les techniques de la peinture antique. Donc, c'est l'équivalent, si on veut, d'une fresque, comme on peut l'appeler pour l'époque renaissante, mais en utilisant les techniques, les matériaux et les images de la peinture d'époque romaine antique. Et donc utiliser une technique qui est si ancienne, je suppose que du coup on se retrouve avec des lacunes au niveau connaissance peut-être, au niveau technique, au niveau matériel utilisé. Est-ce qu'on sait absolument tout de cette technique utilisée du temps des Romains ? Nous avons beaucoup d'informations qui nous viennent justement du monde romain. Nous avons les sources déjà, Pline et Vitruve, deux grands auteurs qui nous donnent énormément d'informations pratiques sur comment faire une peinture. Nous avons énormément de peintures retrouvées dans des sites archéologiques. Bien sûr, tout le monde pense à Pompéi, Herculénum, aux grandes villes vésuviennes, où on a sous les yeux des peintures dont certaines n'étaient pas finies, étaient en train d'être peintes au moment de l'éruption du Vésuve. Donc, ça nous donne un élément. Et nous avons beaucoup de sources archéologiques. Donc déjà, nous avons une série d'éléments sur comment étaient faites ces peintures. Aujourd'hui, on a en plus tout l'intérêt d'utiliser des analyses physico-chimiques. Et c'est surtout une des spécialités de mes recherches, c'est d'utiliser l'archéométrie pour identifier des recettes de pigments, de mortiers. Donc, nous avons aujourd'hui beaucoup plus d'informations. Là où il nous manque justement l'élément final, c'est de comprendre comment les éléments que nous retrouvons par les sources, par les analyses, comment ils étaient mis en pratique. Et ça, ce n'est que via l'expérimentation, qui est de l'archéologie expérimentale. Donc ça a vraiment une utilité scientifique de recréer les mêmes gestes, de refaire les gestes des anciens pour comprendre. Et c'est vraiment en faisant cette peinture que nous nous sommes posés énormément de questions que nous ne serions pas posées si nous avions simplement étudié dans les livres ou sur site des peintures antiques. Donc l'expérimentation a réellement une utilité scientifique. On est donc, comme tu l'as dit, en pleine archéologie expérimentale. Donc toi, en plus du côté pratique, je suppose que tu récoltes des données qui vont te servir plus tard dans ta recherche sur la peinture. Qu'est-ce que tu observes déjà maintenant à la réalisation de la fresque et qu'est-ce que tu penses déjà qui pourrait te servir dans ta recherche future ? Nous commençons, nous récoltons énormément de données. C'est vraiment impressionnant puisque nous avons, si pas des réponses, en tout cas des indices et des éléments qui répondent à une série de questionnements que nous avons quand nous étudions les peintures sur site archéologique. Par exemple, toute une série de traces que nous on observe et qu'on voit soit au microscope ou à l'œil nu, eh bien, on a essayé de reproduire les mêmes traces et donc nous avons essayé différents outils pour voir quels outils ont pu laisser telles traces. Et puis, tous des questionnements qu'on a sur les mélanges de couleurs, qui est tout un monde finalement, puisqu'aujourd'hui, grâce aux analyses chimiques, on peut identifier avec précision non seulement les matières de base, mais les mélanges aussi. Et chaque peintre a ses propres mélanges, et donc ce n'est que par l'expérimentation qu'on a pu tester et voir si effectivement mettre du bleu égyptien dans tel pigment, ça peut donner un effet plutôt qu'un autre. Donc, nous avons accumulé vraiment énormément de réponses, mais énormément de questions aussi. Des questions qui nous viennent et qu'on ne s'était pas posées ou qu'on ne pouvait pas se poser tant qu'on ne l'avait pas fait. Par exemple, la quantité de sable qu'il faut pour faire une œuvre de ce type, et c'est des chiffres absolument phénoménaux, puisque juste pour réaliser ce mur, on a utilisé plus de 400 kilos de sable. Donc c'est vraiment en faisant les choses qu'à la fois nous avons des réponses qui arrivent, mais des nouvelles questions. Et donc ça, c'est la recherche au mieux, puisque nous avançons
Et nous irons peut-être un peu plus loin grâce à cette expérimentation. Où en est-on dans l'archéologie expérimentale concernant les fresques comme ça, la recréation des peintures à fresco? Est-ce que justement en Italie on a déjà recréé des fresques? Est-ce qu'on l'a fait ailleurs? Est-ce qu'on l'a déjà retesté de façon aussi grande? Où en est la question? En réalité, ça fait plusieurs années que les archéologues de l'archéologie classique, on va dire, s'intéressent à l'expérimentation. Sur la peinture, c'est la France qui a en réalité le primat, puisqu'ils ont fait énormément d'expérimentations. Donc ça fait quelques années déjà que ça se fait de plus en plus. Et en ça, il faut dire, c'est Maude Mullier qui a repris vraiment cette pratique. Et ça fait maintenant une dizaine d'années qu'elle expérimente beaucoup, de plus en plus. Ce que nous avons ici à Lucé-Louvain, et je pense la première fois, c'est déjà une peinture à cette échelle, puisque là, nous sommes vraiment dans des conditions d'échelle équivalente à un mur antique, puisqu'on a un mur de 4 mètres sur 4. Donc à cette échelle, je pense que ça n'a jamais été fait. Et surtout, ici, nous reprenons vraiment toutes les étapes de la fabrication du mortier jusqu'à la finition et au décor. Et nous avons aussi toute une attention particulière aux matières premières utilisées, aux pigments. Donc c'est aussi, je pense, on a utilisé énormément de pigments qui sont difficiles à trouver sur le marché, mais que nous avons pu nous procurer, comme le bleu égyptien, comme le cinabre. Ce sont tous des pigments qui étaient utilisés dans l'Antiquité, dans des contextes de prestige, qui ne sont plus utilisés aujourd'hui. Donc il faut aller vraiment chercher les fournisseurs qui les fabriquent encore, mais pour ce type d'expérimentation. Donc là, je pense que à l'échelle belge, c'est certainement une première. À l'échelle internationale, ce n'est pas une première, mais nous avons une série d'éléments tout à fait innovants. Alors, ce n'est pas la copie d'une fresque romaine d'époque, c'est une création. Je suppose qu'on s'inspire très fortement, mais est-ce que tu peux nous dire dans quelle époque on est, de quel style il s'agit et quelles ont été les inspirations? On a vraiment essayé de nous mettre dans la peau des artisans antiques. Et donc on a essayé de réfléchir, de construire un décor tout à fait inédit, mais en puisant tout un répertoire, dans un répertoire d'images qui est celui de la peinture romaine. Nous avons été très spécifiques. Nous sommes en train de reproduire une peinture qui peut correspondre à une peinture de 4e style. En tout cas, on est à cheval entre le 3e et le 4e style. Donc on pourrait la dater, si on la trouvait dans une fouille, de la moitié du milieu ou de la deuxième moitié du 1er siècle après Jésus-Christ. Donc c'est un décor qui a été construit précisément en respectant tous les codes iconographiques antiques et en puisant dans un répertoire que les peintres avaient déjà, mais répertoire que nous avons été prendre, bien sûr, dans les villes vésuviennes. Donc beaucoup de choses sont des rappels assez évidents aux peintures de Pompéi, d'Herculanum ou d'Oplontis, comme c'est le cas des grands panneaux jaunes avec les éléments végétaux, mais aussi d'autres villes du monde romain. Donc nous sommes restés en Italie centrale par cohérence stylistique avec l'ensemble du décor, mais nous avons pris beaucoup d'éléments de Ostie, d'Ostia Antica, puisque c'est là que l'Université de Louvain a aussi des activités archéologiques en cours. Et donc, nous avons été puiser des éléments d'Ostie, des éléments de Rome. Donc voilà, un ensemble cohérent, mais en même temps une création artistique tout à fait nouvelle. Alors, je suis maintenant avec Maude Mullier, qui s'occupe de la réalisation de la fresque. Alors, Maude, qui es-tu et quel intérêt tu as pour ce genre d'œuvre d'art que tu réalises pour l'instant? Je suis venue réaliser cette fresque dans le cadre d'un projet d'archéologie expérimentale et d'ornementation aussi de l'université. Et mon intérêt, en fait, en l'archéologie expérimentale, c'est de retrouver les gestes, les matériaux et les outils qui étaient utilisés dans le passé. Et donc, je me suis spécialisée dans cette pratique de l'archéologie expérimentale sur les questions de la couleur, après avoir fait une thèse sur la peinture murale romaine de 2e style pompéien, où j'étudiais l'imitation des matériaux dans les trompe-l'œil. Et en fait, en allant sur place, en allant voir ces décors, donc principalement autour de Pompéi, mais pas seulement, j'avais remarqué des traces d'outils et de gestes que j'avais du mal à identifier. Et je m'étais dit que si je pouvais essayer de le faire, peut-être que je comprendrais les méthodes en fait, des artisans. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé l'archéologie expérimentale. Est-ce que c'est la première fois que tu réalises cette technique concrètement en archéologie expérimentale, ou est-ce que tu as déjà fait ça avant? Et alors aussi,
comment est-ce qu'on fait concrètement? Alors c'est la troisième expérience concrète d'archéologie expérimentale autour de la fresque. La première, c'était dans le cadre d'une exposition à Toulouse en 2014, il me semble, où on avait, avec Odo Siukorea, recréé pour la première fois une fresque à présenter en fait en parallèle des œuvres qui étaient présentées dans l'exposition et qui venaient de... Alors l'exposition s'appelait L'Empire de la couleur de Pompéi au sud des Gaules. Et donc, en fait, c'était pour montrer au public, en parallèle des œuvres qui sont détachées des murs, en fait, et donc qui ressemblent un peu à des tableaux, alors que c'est des peintures murales, de montrer une peinture dans son ensemble. Et donc, les commissaires de l'exposition m'avaient demandé si j'étais en mesure de refaire une fresque romaine pour donner l'impression d'une salle, en fait. Et donc, je m'étais associée avec Odo Siukorea, et pour moi c'était vraiment une première, donc c'est là que j'ai découvert les enduits, toutes les couches d'enduits qu'il faut pour arriver jusqu'à la couleur. Mais on avait dû faire cette réalisation sur un mur mobile, ce qui fausse un petit peu les données par rapport à un mur réel. Et puis j'ai eu une autre expérience il y a maintenant 3 ans, dans le cadre d'un programme de recherche qui s'appelle Aquitania Ornata, monté par Mathilde Carive de l'Université de Poitiers, et en partenariat en fait avec un EREA à Saintes, on a recréé un four à chaux pour fabriquer notre propre chaux. Voilà, parce que dans la première expérience, nos enduits avaient été analysés par un chercheur qui analyse des enduits antiques et qui nous avait dit que nos mortiers étaient trop parfaits, en fait, trop sans irrégularité. Et donc voilà, quelques années après, on a pu réitérer l'expérience, cette fois-ci sur un vrai mur, et avec une chaux qu'on avait donc nous-mêmes fabriquée. Et c'est avec cette chaux-là aussi qu'on réalise l'expérience ici à Louvain-la-Neuve. Ici, on conserve dans ce bac le mortier de chaux qui a été préparé pour la couche de finition, donc pour la dernière couche sur laquelle on va appliquer les pigments et les couleurs. Et donc c'est cette couche qui, lorsqu'elle va sécher, va faire en sorte que les pigments restent emprisonnés à la surface et qu'ils restent vifs et inaltérés. Donc nous avons mis une couche d'eau pour qu'elle reste suffisamment molle et qu'elle ne sèche pas, mais donc le mortier de chaux se présente sous cette forme-ci. Donc c'est une pâte relativement molle qui doit pouvoir justement être étalée facilement, non pas sur le mur, mais sur l'enduit qui précède, qui est déjà sec. Mais donc ça c'est la consistance que ça doit avoir. Nous l'avons faite en mélangeant de la poussière de marbre, de l'eau et de la chaux. Cette chaux est une chaux qui a été réalisée par un projet de l'Université de Poitiers, par une collègue Mathilde Carive et justement Maude Mullier qui participe à ce projet, de la chaux créée dans des conditions similaires aux conditions de fabrication de la chaux antique. Donc des fours à chaux ont été recréés à Saintes, en France, et des pierres calcaires ont été cuites pour fabriquer de la chaux vive, qui a été ensuite éteinte dans l'eau, faite sécher, broyée, réhumidifiée, refaite sécher, etc. Et donc, après un temps de repos assez long, de plusieurs mois, nous obtenons maintenant de la chaux qui a été utilisée pour une des toutes premières fois, ici également à Louvain-la-Neuve, pour fabriquer notre mortier de chaux. Nous avons mélangé plusieurs granulométries de poussière de marbre également pour avoir une consistance qui soit tout de même lisse, brillante, mais en même temps suffisamment solide pour rester bien accrochée au mur. Quelles sont les étapes avant d'arriver à la peinture concrète? Enfin, c'est pas de la peinture. Donc, quelles sont les étapes avant d'arriver à l'application du pigment? Parce que la technique est assez particulière en différentes couches. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Donc effectivement, c'est la technique de peinture à fresque. Donc fresque, ça veut dire frais. Donc c'est des pigments uniquement mélangés à de l'eau que l'on va appliquer sur un enduit encore frais, c'est-à-dire qu'en fait il est dur au moment où on applique les couleurs au pinceau, mais il a été posé dans la journée et donc
il est encore frais dans ce sens-là. Et effectivement, la partie pose des couleurs intervient très tardivement en fait et prend très peu de temps par rapport à toutes les étapes précédentes qui consistent à rendre le mur plus régulier et puis lui appliquer un certain nombre de couches de mortier jusqu'à la plus fine qui s'appelle l'intonaco ou enduit de finition, sur laquelle on applique les couleurs et qui est extrêmement lissée, en tout cas pour avoir l'effet très lisse des peintures romaines. Donc, on a laissé ici volontairement, on a fabriqué un mur témoin pour montrer les différentes étapes qui, sur la fresque finale, en fait, vont être toutes cachées par la peinture. Donc, la première étape, c'était de combler les joints entre les briques. Ensuite, il y a le gobti, qui est une couche qui avec un sable relativement épais, qui se projette sur le mur. Ensuite, il y a le corps d'enduit. Et là, dans ce cas-ci, en fait, il y a ces deux zones en fait, qui sont ce corps d'enduit. Et on a fait un test en faisant ces chevrons, dont on retrouve des traces en fait en archéologie. Donc on a fait le test seulement sur la partie haute du mur en général. Et ensuite on a l'enduit de finition qui là est réalisé avec de la poudre de marbre et de la chaux en pâte, donc qui est la chaux qu'on avait fabriquée à Saintes. Et ensuite intervient le fond coloré, qui est lui-même également lissé, avant de pouvoir poser les motifs eux-mêmes. Alors, la composition des fresques romaines, en général, sont faites de panneaux, donc c'est très rectangulaire. Et en fait, c'est lié à la technique elle-même, qui nécessite d'enduire un panneau par jour, ce qu'on appelle une giornata, qui est la surface qu'on pense être capable de peindre dans la journée. Donc ça, c'est typique de la peinture à fresque, puisque donc, voilà, il faut que le dernier enduit soit encore frais au moment où on pose les derniers coups de pinceau. Donc du coup, la composition de cette fresque est complètement liée à cette technique. Alors le panneau qui a été réalisé hier, c'est ce grand panneau jaune. Donc l'enduit de poudre de marbre et chaux aérienne réalisée donc à Saintes a été posé le matin, le début vers 8h, et puis ça a pris à peu près 2 heures ou 3, je crois, pour simplement l'appliquer. Donc là, c'est un peu lié aussi à l'humidité du mur, à la façon dont il réagit. Et en l'occurrence, là, comme il avait déjà ces deux panneaux latéraux qui étaient déjà enduits et au-dessus aussi, toutes ces zones-là, en fait, près des bords, séchaient beaucoup plus vite. Donc, et au contraire, le centre du panneau avait beaucoup de mal à sécher. Donc, en fait, il faut jouer avec ces différences et c'est pas facile. Donc, l'application, déjà, était assez longue. Ensuite, il faut lisser cet enduit à la truelle, pardon. Ensuite, une fois que c'est prêt, il ne faut plus du tout qu'il y ait de remontée de chaux. On peut appliquer la couleur de fond, qui elle-même va être à nouveau lissée. Pareil, il faut trouver le bon moment. Et une fois que le fond est posé, on peut commencer à appliquer les motifs. Et là, hier, en l'occurrence, ça a été prêt, je crois, vers 20h. Donc le début de la peinture a commencé à 20h. Et la fin des motifs, ça a été vers minuit et demi. Et encore, il y avait une partie du panneau central, en fait, qui était toujours pas vraiment sec. Et donc, les couleurs avaient tendance à se mêler à la couleur de fond, ce qui n'est pas ce qu'on souhaite, en fait. Alors, la réalisation de cette fresque, en fait, nous permet de valider ou de tester des hypothèses et des choses qui ont été observés, notamment dans des fouilles archéologiques. Et par exemple, il arrive qu'il y ait des enduits colorés dans la masse, et donc c'est pour ça qu'ici l'enduit est rose, voilà, alors que sur tout le reste de la paroi, l'enduit sur lequel on a apposé les fonds était un enduit blanc, simplement avec de la chaux et de la poudre de marbre. Et celui-ci, on l'a teinté avec de l'hématite, donc un pigment rouge,
parce que Paolo Tomasini en a trouvé pas mal parmi les enduits peints trouvés donc, notamment à Ostie. Donc en fait, comme on ne sait pas la fonction de cette coloration, on a voulu la tester dans le cadre de cette recherche. On en a également profité pour tester certains pigments, comme le bleu égyptien, qui donc là a été utilisé notamment pour les petites fleurs bleues, mais aussi en mélange en fait avec certaines couleurs, de façon à voir voilà, à quoi servait l'usage de ce pigment dans ces couleurs. On a aussi utilisé du cinabre, qui est le rouge, donc pareil pour ces petites fleurs, qui est le rouge typique de Pompéi, et puis de la laque de Garance. Alors là, c'est un pigment un peu particulier parce que c'est un pigment organique et on dit souvent que les pigments organiques ne sont pas compatibles avec la chaux. Or, on en a trouvé en analyse dans des peintures antiques et donc je voulais tester, voir si ça fonctionnait. Et bon, on verra si ça s'efface avec le temps, mais a priori non. Et donc voilà, c'est aussi l'occasion de tester comme ça des couleurs et des techniques un peu rares. Il y a aussi la question donc, des superpositions des couleurs les unes aux autres, alors déjà qui pose question, parce que comme c'est la chaux qui est contenue dans les enduits qui fait tenir les pigments, ben, plus on superpose de couches, plus elle s'éloigne en fait, de la source de chaux qui sert de lien finalement. Et donc la question est aussi de savoir jusqu'à combien de couches on peut superposer de façon à ce qu'elles tiennent à fresque. Donc là, on en a au moins jusqu'à 4 pour certains. Voilà, la plupart du temps, mais même sur certains motifs sur lesquels j'ai fait plusieurs reprises, ça va bien au-delà, donc on verra si ça tient bien à fresque. Et puis c'est vrai que comme ce sont des couleurs qu'on pose donc dans le frais, voilà, la superposition, en fait il suffit d'attendre un petit temps entre chaque couche et avec cette technique en fait les couleurs ne se mêlent pas, sauf dans certains cas comme ici où en fait sur ce panneau là qui séchait de façon très variée, il y a toute une zone au centre là qui ne séchait pas. Et donc, en posant une touche de couleur, en général, ça venait réactiver celle d'en dessous, ce qui a créé des variations qui sont plutôt intéressantes, hein, ici, qui font des effets de relief, mais qui ne correspondent pas vraiment à ce qu'on trouve dans les peintures antiques. Cette fresque sera dans l'entrée d'un bâtiment universitaire, et donc forcément, en tant que telle, elle ne sera pas forcément protégée. Comment penses-tu que ça va vieillir ? Entre guillemets, puisque les originales sont bien plus vieilles. Comment penses-tu que cette fresque va évoluer ? Et je suppose que, du coup, ça fait partie de la recherche aussi, de voir à travers les années l'évolution de l'œuvre. Oui, tout à fait, ça fait partie de l'expérience en fait de voir comment le mur va évoluer, à la fois dans la vie hein, effectivement de l'université, mais aussi par rapport aux conditions elles-mêmes du mur. Et donc même pendant cette création, on a des surprises, notamment donc ces blanchiments ici, qui sont difficiles déjà à identifier. Est-ce que ce sont des exclorescences plutôt du sel, en fait des remontées salines, ou des traces d'humidité? Pour l'instant, on ne sait pas trop, on essaie de pas trop y toucher, il vaut mieux que tout ressorte avant de faire un traitement. Et puis, et c'est vrai que ça correspond à une zone qui se trouve à côté d'une colonne de descente d'eau. Et bizarrement, c'est juste à côté de cette zone que, en fait, la paroi sèche le plus. Donc ça, c'est une des difficultés aussi à gérer pendant la réalisation. C'est qu'il y a des endroits du mur qui sèchent très très vite, alors que d'autres sèchent très lentement. Donc voilà, c'est un peu compliqué à gérer, mais voilà. Donc c'est pour ça, notamment ici, que j'ai pas enduit encore ce rectangle-là, parce qu'il sèche extrêmement vite, et donc je vais l'enduire quasiment au moment de le peindre, alors que les autres, au contraire, comme j'expliquais pour le panneau jaune, il a fallu attendre quand même des heures avant de pouvoir appliquer ne serait-ce que le fond. Voilà. Et puis sinon, concernant effectivement la vie du panneau, il y a probablement des couleurs qui vont se transformer, en tout cas dans les jours qui viennent. Et ensuite, normalement, c'est une technique au contraire qui est extrêmement durable. Donc les couleurs devraient plutôt tenir dans le temps très longtemps et rester vives comme ça, comme celles qu'on connaît et qu'on a découvertes de l'Antiquité.
Donc ce que cette expérience nous a apporté, mais m'a apporté à moi en particulier, c'est lié notamment à sa dimension. Moi, j'avais jamais travaillé sur un mur aussi grand, donc ce qui incluait l'usage d'un échafaudage, donc des manipulations de matériaux et une organisation un peu différente, même dans la composition aussi du décor lui-même. Il dépend de l'échafaudage notamment. Et puis pour la peinture, notamment des grands panneaux, je me suis rendu compte qu'il devait vraiment être plusieurs à peindre en même temps, parce que réaliser tous les petits détails, en fait au départ je pensais peindre des oiseaux, enfin tout un tas de détails que j'ai absolument pas eu le temps de réaliser, puisque j'ai quand même peint pour les 2 panneaux jaunes pendant à peu près 5 heures pour les motifs, en finissant donc assez tard le soir. Et donc si j'avais voulu ajouter des détails, voilà. Donc, mais je pense que donc ça c'est un intérêt aussi. Vraiment, on apprend des choses. Je pense qu'ils étaient plusieurs sur le même panneau, peut-être avec un spécialiste du feuillage, un autre des animaux, etc. Et puis soit ils se relayaient, soit même quand les panneaux étaient suffisamment grands, ils devaient pouvoir travailler simultanément. Les pigments qu'on a utilisés sont vraiment les mêmes pigments qu'utilisaient les peintres antiques. Encore une fois, là, nos sources sont de double nature, puisqu'on a les sources littéraires antiques, et surtout Pline qui nous fait un état des lieux de tous les pigments qui pouvaient être utilisés dans l'Antiquité, mais aussi les analyses physico-chimiques qui, justement, nous donnent la carte d'identité chimique, du coup, des différents pigments qui étaient utilisés. La palette de base qu'on a utilisée, ce sont essentiellement des couleurs à base de terre, des ocres. L'ocre rouge, qu'on retrouve ici, et l'ocre jaune. Ce sont les 2 couleurs de base de la peinture romaine qui étaient les plus faciles à trouver, puisqu'on a des gisements d'ocre énormes dans le sud de la France, en Espagne, en Italie. Donc c'est assez facile de trouver des terres de couleur rouge et jaune. Et des terres un peu plus argileuses pour le vert. Ce sont des terres vertes, on les appelle. Et là aussi, dans l'Antiquité comme aujourd'hui, on a des gisements assez importants à Chypre, comme c'est le cas ici. Et selon Pline, c'était une des terres vertes les plus appréciées, et en même temps des terres vertes qui viennent du nord de l'Italie, et du centre et du nord de l'Italie. Et donc ça, déjà avec ceci, nous pouvons faire du rouge, du jaune et du vert, et toute une série d'autres couleurs, mais toujours de base naturelle, puisque l'avantage de la fresque, c'est la possibilité d'utiliser des pigments bruts, simplement mélangé avec un peu d'eau, mais le système d'accrochage, ce qui fait que le pigment reste accroché au mur et que la couleur ne s'altère pas dans le temps, c'est la chaux qui fait tout le travail. Donc nous, on n'utilise que les pigments. Le rouge, le jaune, le vert, ce sont toutes des couleurs qu'on peut retrouver dans des gisements à l'état naturel. Les couleurs qui nécessitent un peu de travail sont le noir, même si en réalité c'est du travail assez simple, puisque ce n'est que du charbon de bois, c'est de la suie, du noir de suie. Ce qui change et ce qui peut faire la qualité du pigment, c'est le type de bois qu'on utilise, et donc le noir de vigne, en l'occurrence, est celui de meilleure qualité qu'on utilise. Le blanc, c'est du blanc de chaux, donc c'est de la chaux séchée et mélangée avec de l'eau pour obtenir le blanc. Et la seule couleur artificielle que nous utilisons est la seule couleur artificielle de l'Antiquité, ou en tout cas la première couleur artificielle de l'histoire du monde, et c'est le bleu. Le bleu que nous utilisons est ce qu'on appelle le bleu égyptien. Égyptien puisque l'origine, l'invention de ce pigment appartient aux Égyptiens, et là aussi, voilà, on le sait par les sources, mais par les découvertes archéologiques. Le bleu égyptien est du tétrasilicate de cuivre. Donc c'est un pigment fabriqué à base de cuivre, à partir de cuivre, mélangé avec du sable et du nitre. On mélange tout ceci, on fait cuire, on obtient des petites boules qui sont ensuite broyées et on obtient le bleu égyptien. Donc voilà qu'on a une palette de couleurs qui nous permet vraiment de reproduire toute la variété de la gamme chromatique de la peinture romaine, qui est une peinture vivace, très coloriée, très riche en nuances de couleurs, puisque l'objectif c'est de mélanger ces pigments entre eux, bien entendu. Et puis il y a tout le côté mortier, puisque ces pigments sont appliqués sur un mur, mais pas sur le mur brut, bien entendu. Il a fallu, avant ceci, étaler plusieurs couches de mortier de chaux. Plusieurs couches parce qu'une seule n'est pas suffisante. Vitruve nous recommande de faire 7 couches pour avoir un bon enduit. Ici, ce n'était pas nécessaire puisqu'on est dans des conditions relativement bonnes. Donc, nous avons fait successivement 3 couches de mortier. Et c'est sur la dernière que nous appliquons le pigment tant qu'il est encore frais, puisque c'est le principe de la fresque.
le principe de la fresque qui est d'appliquer un pigment pur ou légèrement dilué dans de l'eau sur un mortier de chaux frais. Le mortier de chaux, la recette aussi est très simple, puisque pour faire un mortier de chaux, il suffit d'avoir de la chaux, du sable et de l'eau. À la place du sable, on peut utiliser un autre type d'agrégat, plus ou moins gros, plus ou moins fin, en fonction de la finition que l'on veut obtenir. Et pour la dernière couche, qu'on appelle la couche de finition, là aussi nous avons suivi les préceptes vitruviens, mais en même temps l'observation pratique, là où on voit qu'à la place du sable, on utilisait de la poussière de marbre ou de la calcite spatique. Donc, une catégorie un peu plus large qui peut comprendre également peut-être du travertin et autre chose. Ici, nous avons utilisé de la poussière de marbre de Carrare, dont la granulométrie change, bien entendu, puisque les couches qui étaient plus proches du mur ont une granulométrie un peu plus grossière, et là, nous avons utilisé du sable. Et les couches plus proches de la surface devaient être plus lisses, plus brillantes. Et là, c'est le marbre qui est l'ingrédient parfait. Donc voilà les différentes étapes qu'il a fallu mettre en œuvre, différentes couches de mortier de chaux et une couche de finition sur laquelle on va appliquer le pigment frais. Pour la fabrication du pigment, le principe est assez simple. Donc, on part d'un pigment pur qui est sous la forme de poudre. Et pour l'appliquer sur le mur, il faut qu'on le dilue d'abord. Et en le diluant, il faut aussi éviter la formation de grumeaux et obtenir une pâte homogène. Et donc pour ceci, on utilise un mortier et un pilon. Et donc, on met le pigment dans le mortier, on le dilue avec un tout petit peu d'eau et on le broie. On le mélange très délicatement et on obtient ce type de pâte. Voilà, ici il faut ajouter encore un petit peu d'eau. L'objectif, c'est d'arriver à terme à une pâte facile à étendre avec un pinceau sur un mur. Voilà. Donc, ceci, en le broyant, on obtient une couleur. Donc, ce n'est plus un pigment, mais une couleur. Une dimension qu'on a voulu donner à ce projet, c'est une dimension didactique et pédagogique, puisque bien sûr, c'est un projet de recherche, de l'expérimentation archéologique, donc on a des questions de recherche. C'est un projet artistique puisqu'on va offrir à la communauté universitaire, mais pas seulement, une œuvre d'art qui va décorer la faculté, mais nous sommes également justement dans la faculté de philosophie, arts et lettres. Et donc la dimension d'enseignement était fondamentale dans le cadre de ce projet, et c'est pour ça que nous avons ouvert aux étudiantes et aux étudiants en archéologie, en histoire de l'art, mais pas seulement de la faculté, de venir simplement voir le chantier et de donner un coup de main. Et donc, on a été vraiment ravis de voir que plusieurs étudiants et plusieurs étudiantes, en réalité, ont répondu à l'appel et se sont vraiment initiés à toutes les étapes, et elles sont là. Et donc, elles font entièrement partie maintenant de l'équipe d'artisans à l'œuvre, exactement comme c'était le cas dans l'Antiquité. On n'avait jamais un seul peintre, mais une équipe où chacun avait son rôle à jouer. Et donc voilà, je suis ravi d'avoir ici maintenant 2 représentantes, parce que nous avons un groupe bien plus fourni en réalité, parce qu'on a en moyenne 5-6 étudiants par jour qui viennent nous donner un coup de main, mais voilà, 2 parmi les plus fidèles. Donc merci d'être là. Moi c'est Julie, je suis étudiante en archéologie et du coup j'ai un cours avec monsieur Tomassini, donc il nous avait parlé du projet de la fresque et du coup j'ai tout de suite eu envie de venir voir pour pouvoir aborder l'archéologie expérimentale aussi. Et du coup, ça m'a tout de suite plu parce qu'on a pu vraiment travailler, vraiment mettre la main à la pâte et pas juste regarder. Et du coup, c'était vraiment chouette. Et du coup, on est venu un peu tous les jours et on a vraiment pu apporter quelque chose au projet. Et du coup, c'était vraiment, vraiment très enrichissant. Moi, je m'appelle Enya. Je suis aussi étudiante en archéologie et je suis un peu dans une année creuse. Donc, je ne fais pas d'excursion ni rien. Et c'est vraiment un privilège de pouvoir participer à quelque chose comme ça, déjà de l'archéologie expérimentale, mais en plus de mettre la main à la pâte, de faire de la pratique et d'apprendre ce qu'on a vu en théorie en fait. Là c'est quelque chose où on le voit physiquement et c'est trop intéressant et c'est un privilège vraiment de participer ici.